suivre votre radio de proximité Zik FM. Bienvenue dans votre émission Interface, une émission qui passe tous les dimanches de 11h à 12h, une émission dans la continuité de l'actualité politique d'ici et d'ailleurs, une émission de la rédaction de Zik FM, Zik TV. À la présentation, Mamadou Lamine Mané. Voilà donc aujourd'hui comme invité M. Pape Aliou Djedjou, président de l'Union des rénovateurs pour le développement de Ziguinchor. Avec lui, nous allons parcourir beaucoup de questions liées notamment à l'actualité politique, mais également la situation politique du pays, la situation sur le plan économique, mais également nous allons parler de parrainage, du rétablissement de Ousmane Sonko ordonné par le juge du tribunal d'instance de Ziguinchor, mais également immigration clandestine et emploi des jeunes. Nous allons réfléchir autour de tout cela d'ici midi. Voilà, M. Pape Aliou Djedjou, bonjour. Bonjour Mamadou Lamine, bonjour à vos fidèles auditrices et auditeurs, bonjour à vos techniciens qui vous accompagnent dans cette émission et bonjour à nos concitoyens ziguinchorois. Voilà, merci d'être venu. Ici, c'est votre maison, vous êtes venu plusieurs fois quand même ici. Exactement, ici c'est ma maison. J'ai beaucoup d'amis, donc au chef desquels le directeur général de la radio, qui me fait l'honneur d'être un de ses amis. Vous aussi, les El Hadj Malick Sané et tous les autres que j'ai connus ici, même si pour certains ils ne sont pas là. Mais la Zik FM, c'est une radio qui nous a permis de faire nos premiers pas donc, dans les médias et qui a été une tribune pour nous, qui nous a permis de nous exprimer et d'être entendus par les populations de Ziguinchor. Voilà. Aujourd'hui, on vous présente comme président de l'Union des rénovateurs pour le développement de Ziguinchor. Une brève présentation de ce mouvement? Oui, Lamine, vous savez, nous sommes devenus acteurs politiques depuis 2009, quand on était jeune étudiant à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Donc, de 2009 à aujourd'hui, c'est pratiquement beaucoup d'années. Beaucoup d'années durant lesquelles nous avons été aux côtés des hommes politiques de Ziguinchor, du Sénégal, de manière générale. Beaucoup d'années durant lesquelles nous avons constaté l'évolution de Ziguinchor. Beaucoup d'années durant lesquelles nous avons pu faire des constats sur les domaines que vous avez évoqués tout à l'heure, la politique, l'économie, l'emploi des jeunes, le cadre de vie. Donc aujourd'hui, à partir du moment où nous avons fait tous ces constats-là et dont les résultats ne sont pas reluisants, nous avons pensé qu'il était aujourd'hui temps pour nous de réfléchir à trouver une nouvelle alternative politique que nous pouvons proposer aux Ziguinchorois. Quand vous regardez Ziguinchor, son évolution jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses quand même qui a pu changer entre-temps, même s'il y a des efforts qui ont été consentis par le gouvernement du Sénégal à travers certains programmes spéciaux. Mais quand même ce qui est attendu des hommes politiques, qu'ils soient aujourd'hui des porteurs de projets, des porteurs de vision pour sortir Ziguinchor de cette situation-là, nous en tout cas, on est resté sur notre faim. C'est pourquoi en tant que jeunes, nous qui sommes nés à Ziguinchor, qui avons grandi à Ziguinchor, nous avons pensé qu'il n'était pas de notre rôle d'être spectateurs de cette situation-là, qu'il fallait sortir de notre sommeil pour nous organiser, pour mobiliser toutes les forces vives, pour essayer de nous concentrer et de concentrer notre action sur la véritable politique. Quand on a décidé de faire la politique, quand on a décidé de mettre en place ce mouvement-là, on avait commencé par des consultations, des visites de proximité. J'ai rencontré un de mes anciens professeurs que j'ai appelé pour demander des avis par rapport à ce qu'on voulait faire. Et il m'a dit que, il m'a dit, Pat, je te félicite pour l'engagement que tu as toujours démontré pour Ziguinchor. Mais je voudrais te dire que la politique, c'est très compliqué. Vous allez être combattu, vous allez y mettre vos moyens. Ce sera très difficile pour vous de vous faire entendre parce qu'il y a également des gens qui ne vous laisseront pas faire. Je lui ai dit qu'il est encore plus difficile de regarder les populations de Ziguinchor dans cette situation-là. Il est encore plus difficile quand vous rentrez à Nema 2 par exemple, de regarder les gens comment ils sont dans ce quartier-là. Alors qu'on pouvait peut-être trouver des solutions. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de volonté politique
disons, significative qui peut sortir ces populations de cette situation-là. Je l'ai dit, c'est encore plus difficile parce que hier seulement, on était à Kamarakunda. Mais pour rentrer dans cette commune-là, où le président Macky Sall a toujours gagné les élections, mais c'est extrêmement difficile de rentrer dans ces communes-là. Il est encore plus difficile pour nous, et vraiment c'est écœurant quand vous discutez avec des femmes et qui vous disent que nous n'avons nos machines, nos moulins à mil sont à l'arrêt et nous faisons des kilomètres pour envoyer nos filles avec cette insécurité-là. Parfois elles reviennent la nuit, tard, elles ne peuvent pas même apprendre leurs leçons, rien que pour faire moudre le mil ou le maïs pour préparer le petit déjeuner du lendemain. Donc c'est extrêmement encore difficile pour nous de regarder ces populations dans ces situations-là. Mamoud Lamine, c'est ça qui a conduit à l'initiative que nous avons de mettre en place un mouvement politique. Mais quel mouvement politique? Quels sont les idéaux que nous véhiculons dans ce mouvement politique? D'abord, nous parlons d'union. Il s'agit de quelle union? Il s'agit de l'union des rénovateurs. Pourquoi on dit rénovateurs? Parce qu'il y a deux options. Quand on a commencé à réfléchir sur la trajectoire que nous allions prendre, on avait deux options. La première option, c'était soit de continuer à faire de la politique un domaine de combat, un terrain de combat, d'insultes, de dénigrement, de luttes qui peuvent conduire notre région à une situation d'instabilité. La deuxième option, c'était de faire notre engagement politique un instrument de sensibilisation des jeunes, d'orientation des jeunes, pour qu'ils puissent s'ouvrir aux opportunités qui leur sont offertes, non seulement par le marché, mais également par toutes les structures qui sont mises en place par le gouvernement du Sénégal. Mais également de sensibiliser toutes les autres forces vives, au-delà des jeunes, mais les femmes, les orienter également, les organiser pour mettre ces femmes-là dans de meilleures conditions pour qu'elles puissent sortir de ces situations-là. On a également décidé, sur ces deux options-là, de choisir la deuxième option, puisqu'elle était beaucoup plus noble, elle était beaucoup plus éthique du point de vue de notre engagement politique, parce qu'elle nous permet d'être en contact avec les populations, de leur parler, de les écouter, de recueillir leurs doléances afin de voir les personnes qui sont les mieux indiquées pour régler ces problèmes-là. Dieu a fait qu'au sein de l'URDZ, nous n'avons pas aujourd'hui beaucoup de moyens pour régler tous les problèmes des Ziguinchorois, mais quand même nous avons des réseaux qui nous permettent depuis 2017, je rappelle que nous avons juste changé le concept du mouvement, mais notre organisation est née il y a de cela 5 ou 7 années. Je pense que c'est en 2017, donc si vous calculez, vous allez trouver le nombre d'années. Et depuis lors, c'est depuis lors que nous avons choisi notre trajectoire, celle de nous inscrire dans la dynamique d'aider les populations des Ziguinchor à sortir de ces situations, avec les moyens qui sont à notre disposition. Puisque nous sommes parmi les acteurs politiques qui pensons qu'il ne faut pas attendre d'être ministre ou d'être directeur général ou d'être maire pour s'engager en politique ou aider les populations. Puisque la politique, la vocation la plus importante des partis politiques, ce n'est pas de conquérir le pouvoir seulement, mais c'est de former les militants, de former les citoyens. Former les militants et les citoyens à quoi? Mais à prendre en charge leur avenir. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons aidé beaucoup de jeunes à disposer de formations à travers les structures de l'État, mais également à travers certaines structures comme l'UGES, qui est un de nos partenaires, qui accompagne beaucoup de jeunes également. Et nous les aidons à partir de cette formation, quand ils obtiennent maintenant leur diplôme, leur certification, et quand ils définissent leur profil, nous les aidons à trouver des financements auprès soit des structures de l'État ou bien d'autres structures qui sont là, les organismes internationaux, et à travers la définition de leurs projets, la structuration de leurs idées et également, disons, la structuration de leurs projets financiers. C'est ça aujourd'hui le rôle que nous sommes en train d'assumer à Ziguinchor, mais nous ne le faisons pas d'une manière à montrer aux gens que nous sommes nous sommes sur cette trajectoire-là. Parce que nous le faisons pour
avoir un impact sur la vie des populations. Oui, et dans cette union, il y a des jeunes, certainement de la société civile, d'autres du pouvoir et certainement de l'opposition. Mais absolument, vous savez, ce qui m'a le plus touché dans nos différentes visites de proximité, j'ai rencontré des jeunes de l'opposition qui m'ont dit, Papa Aliou, c'est vrai que nous ne partageons pas les mêmes convictions politiques, mais nous vous suivons. Et si c'était seulement pour adhérer socialement à votre projet, nous adhérons à votre projet parce que nous savons que le renouveau pour un Ziguinchor bu bees, il n'y a pas meilleur que ça. Donc nous discutons avec toutes les forces vives, avec les jeunes de la société civile, les femmes de la société civile, les travailleurs, les jeunes étudiants. D'ailleurs, à Nemade, il y a une association de jeunes élèves et étudiants, le RNG, que je salue au passage, et qui a marqué son adhésion en nous offrant une casquette et un polo à l'effigie de nos couleurs, de nos nouvelles couleurs, le vert et l'orange. Excusez-moi. Donc, ils nous ont dit qu'ils sont prêts à nous accompagner dans ce projet-là, parce que eux, leur mouvement, c'est Révolution Nouvelle Génération. Nous, notre mouvement, c'est Union des Rénovateurs pour le développement de Ziguinchor. Donc, vous voyez comment les idées convergent. Donc, il y a certainement beaucoup de jeunes qui sont à l'écoute, qui peuvent se retrouver dans ce projet-là. Mais Moumoud Lamine, il y a un fait important également que je voudrais relever dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'au-delà de tout, nous avons des priorités, comme je viens de le dire. Il y a la jeunesse, il y a les femmes, il y a l'environnement, le cadre de vie, il y a également la prospérité de Ziguinchor. Parce que puisque aujourd'hui, quand on parle de prospérité, on parle d'insertion professionnelle, on parle d'émergence économique. Ziguinchor, nous avons un retard énorme à combler. 30 ans durant lesquels il n'y a pas eu d'investissement structurant. 30 ans durant lesquels les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays avant le gouvernement Macky Sall ont toujours dit que non, ce n'était pas sûr d'investir à Ziguinchor ou à Sédhiou ou à Kolda parce qu'il y a la crise qui est là. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de perdre 30 minutes. Je ne parle même pas de 30 jours ou 30 mois, mais 30 minutes, nous n'avons pas le droit de les perdre dans l'évolution de notre région vers l'émergence économique, vers son développement. Et c'est pourquoi nous avons pensé que pour cela, il faut changer la démarche politique. La démarche politique, il faut entrevoir également de promouvoir l'éthique de l'engagement. Parce que c'est ça qui nous permettra aujourd'hui de voir devant nous, pas des ennemis ou des adversaires, mais des alliés autour du développement. Même les adversaires politiques peuvent être des alliés du développement de notre région. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de nous combattre parce que oui, un tel veut être président de la République, ou bien un tel veut être ministre de la République et gagner les élections. Ce n'est pas ça le combat des Ziguinchorois. Le combat des Ziguinchorois, c'est de consolider la paix en Casamance, de travailler à diversifier les investissements qui sont en train d'être faits, mais également de travailler à mettre la pression sur le gouvernement pour que tout ce qui a été prévu pour le décollage économique de la Casamance puisse se faire dans les délais les meilleurs pour les populations. Donc c'est ça aujourd'hui, nous, notre engagement. C'est ça aujourd'hui l'objectif qui est, entrevu dans cette initiative de mise sur pied de l'Union des Rénovateurs pour le développement. Oui. Et dans cette opération, vous avez certainement des alliés, mais aussi des adversaires. Mais absolument. Mais comme je vous l'ai dit, les premiers adversaires de l'URDZ, c'est le sous-développement, c'est l'insalubrité, c'est l'insécurité, c'est l'absence de route. Parce qu'il faut penser également, je l'ai dit hier à mes collaborateurs, quand on sortait de Boutoupa Kamarakunda, il faut penser à mettre en place un réseau routier qui peut connecter toutes les communes du département de Ziguinchor. Pourquoi? C'est pour pouvoir exploiter le potentiel de cette région-là. Imaginez, si c'était un investisseur que j'ai amené à Boutoupa, avec l'état de la route qui est tellement chaotique, Agnac-Boutoupa, mais c'est déplorable. Mais cet investisseur-là, il va te dire que on a des difficultés pour rentrer dans cette localité.
comment je vais fructifier l'investissement que je vais faire à Boutoupa ou quelque part, je ne pourrais pas vraiment m'en sortir. Donc, c'est ça aujourd'hui l'urgence. Donc nous, nos adversaires politiques, c'est les problèmes des Ziguinchorois. Ce sont les situations difficiles dans lesquelles ils se trouvent. Le lotissement de Nema 2, par exemple, on en fait un cas parce que nous avons peut-être des pistes de solutions que nous pouvons mettre à la table, sur la table du prochain président de la République. Mais pourquoi ne pas développer aujourd'hui un projet social d'envergure pour sortir ces populations-là de cette situation? Même pour faire rentrer un taxi, c'est tout à fait un problème. Maintenant, les Jakartamans, ils ne veulent plus rentrer dans Nema 2 parce que c'est tellement compliqué. Mais est-ce que nous avons le droit de rester comme ça, les bras croisés? Est-ce que les politiciens qui se réveillent à Ziguinchor et qui se disent leaders ont le droit de laisser des populations vivre dans ces situations-là? Oui. C'est pas normal. Et c'est aujourd'hui notre objectif premier. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand les gens nous ont appelés pour nous dire que oui, on ne vous entend pas on ne vous voit pas porter le candidat de Benno Bokk Yakaar. Mais notre réponse est claire. Aujourd'hui, nous sommes des porteurs de doléances. Il y a des populations qui croient en nous, qui nous font porter leurs doléances pour que Amadou Ba puisse bénéficier de notre soutien inconditionnel, parce que là, c'est notre candidat. Mais pour qu'il puisse bénéficier de notre soutien, nous avons besoin de lui parler. De lui parler pour lui dire, pas pour lui demander, oui, dans le prochain gouvernement, il faudra nous réserver ceci. Non, mais pour lui dire que nous avons un projet de lotissement de Nema 2, que nous avons un projet de réhabilitation et de rénovation du réseau routier du département de Ziguinchor, que nous avons un projet, des projets même de relance de l'économie régionale de Ziguinchor à travers des unités de transformation industrielle. Puisqu'il y a beaucoup de ressources fruitières, agricoles qui sont là, qui peinent à être transformées. Mais l'anacarde qui est exploité ici et qui est transporté, mais qui est importé. Mais pourquoi on ne peut pas le transformer ici? Pourquoi on ne peut pas trouver des partenariats gagnant-gagnant avec les Indiens, les Chinois, pour qu'ils mettent ici leurs industries, recrutent des Ziguinchorois et transforment ces produits maintenant, après, ils les exportent. Mais c'est possible, Mamadou Lamine. Oui, parce que d'ailleurs, hein, concernant l'anacarde, il y a un marabout qui m'avait dit à Mandin, mais donc ce caillou-là, c'est l'Indien et le Chinois qui en a besoin. Et il m'a dit le danger, le jour que l'Indien et le Chinois n'en aura pas besoin, qu'est-ce qu'on va en faire, puisque nous ne le consommons pas, parce que ce n'est pas une denrée de grande consommation ici. Nous n'avons pas d'unité pour transformer, pour permettre à ce que le cajou soit vraiment une denrée bien consommée par les populations du Sénégal. Mais il a raison. Il a raison. Vous savez, tout peut se transformer et être utile aux populations ou au terroir. Les gens peuvent penser que peut-être ce n'est pas un produit qui peut être très utile, mais on en fait de l'énergie. C'est possible. On transforme l'anacarde pour faire du chocolat. C'est possible. Donc il y a beaucoup de pistes aujourd'hui et nous travaillons sur un projet de promotion un projet de promotion de ces produits-là. Parce qu'aujourd'hui, ce qui pose problème à l'économie sénégalaise, surtout à l'économie régionale, c'est la capacité à maîtriser les facteurs de production. Le Sénégal se prépare à produire du pétrole et du gaz. Il est temps qu'on réfléchisse maintenant de manière beaucoup plus sérieuse à maîtriser les facteurs de production pour essayer de mettre très rapidement en place une politique qui permettra de transformer ces produits-là. Et ce que nous oublions, c'est que dans la chaîne de valeur, nous, on est à la première étape, c'est-à-dire l'étape de production, l'étape d'exploitation, je veux dire. Et il y a tellement d'étapes que nous perdons et qui sont entre la production et la commercialisation. À part la production, nous ne sommes plus sur aucun autre segment.
où nous perdons des ressources, où nous perdons des taxes, où nous perdons des emplois et nous perdons de la croissance en fin de compte. Qu'est-ce qui pourra faire aujourd'hui à notre région de pouvoir gagner suffisamment de moyens? Peut-être que ça pourrait servir à construire des routes. Justement. Peut-être ça pourrait servir à financer l'électrification de Boutouba-Camaracounda, qui est toujours aujourd'hui un problème. Nous avons tellement parlé. Moi, je me rappelle avant les élections locales à Dakar, j'avais rencontré un conseiller du ministre de l'Énergie. Mais quand je lui ai dit, il m'a dit, apparemment, vous préparez à devenir maire de Camaracounda. Je lui ai dit, mais moi, je n'habite pas à Camaracounda, je ne vote pas à Camaracounda. Si je dois être maire quelque part, peut-être ce serait à Adéane. Mais pas là-bas. Moi, je suis né à Ziguinchor. Mon problème, ce n'est pas de devenir maire ou être président de conseil départemental. Ah, donc quand les gens portent les doléances, ils pensent que c'est pour des raisons politiques. Parce que certainement, eux, c'est leur façon de faire la politique. Mais s'il ne s'agissait que de trouver des responsabilités politiques, aujourd'hui, l'engagement qu'on a eu, il suffirait d'être à la solde de certains hommes politiques pour avoir des responsabilités politiques, puisque nous savons comment, maintenant au Sénégal, comment devenir directeur général ou quelque chose comme ça. Bon, je ne dis pas que tous ceux qui sont après directeur général ou quelque chose comme ça, non, je ne le dis pas. Mais quand même, il faut reconnaître que il y a des gens qui portent vraiment la même vision que nous et qui font d'excellents résultats. Aujourd'hui, ce dimanche, nous recevons M. Pape Alioune Diédhiou, président de l'Union des rénovateurs pour le développement de Ziguinchor. Avec tous ces projets que vous avez sur vos tablettes, est-ce que vous avez prévu, quand la liste définitive des candidats pour la présidentielle sera établie, en dehors de Amadouba, est-ce que vous avez prévu rencontrer tous les autres candidats pour les exposer les motifs? Nous pensons qu'il va gagner les élections et nous anticipons sur sa victoire pour lui poser les doléances des Ziguinchorois. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Vous savez, les Ziguinchorois sont entre le marteau des opposants qui cherchent coûte que coûte à être au pouvoir, au point même de mettre ce pays dans un chaos indescriptible, et entre l'enclume de gens du pouvoir qui cherchent coûte que coûte à casser de l'opposition. Ça, c'est notre conviction. Est-ce que, parce que nous sommes de la majorité, nous devons suivre naturellement cette dynamique-là? Nous avons pensé que, compte tenu de notre vision politique, qu'il faut alerter les deux camps, surtout l'opposition, pour qu'on se concentre sur l'essentiel. Pourquoi surtout l'opposition? Parce qu'en fait, il y a une manière de s'opposer que nous avons constatée, qui peut-être est sujette à beaucoup d'interprétations. Oui, mais eux aussi nous diront qu'il y a une nouvelle manière de gouverner. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis tout le monde doit revoir sa position en mettant l'intérêt des Sénégalais, des Ziguinchorois au cœur de leurs actions, de leurs préoccupations. C'est extrêmement important. Mamadou, si vous avez à l'esprit que ce que je vais dire peut susciter du mépris de mon adversaire, je n'ai pas vraiment le droit de le faire. Parce que puisque la politique, il y a de l'élégance. Il y a de l'élégance. On ne peut pas vouloir tenir n'importe quel discours, n'importe quel propos sur les adversaires et attendre que ces derniers vous déroulent un tapis rouge. C'est impossible. Ils vont vous le rendre. Et parfois même terriblement. C'est ça qui est malheureux. Et c'est pourquoi je dis, des deux camps, parce que également les dirigeants, ceux à qui nous avons confié au suffrage, doivent dilater suffisamment leur poitrine pour comprendre que parfois la situation peut être tellement compliquée que les gens peuvent penser, pour résoudre les problèmes, il faut mettre la pression sur les gens pour qu'ils puissent s'activer, pour qu'ils puissent se concentrer mieux dans leur mission. Mais quand même, il faut qu'on revienne aux valeurs, à la noblesse, à l'élégance de la politique.
comme les théoriciens de la politique l'ont si bien dit, la politique, ce n'est que l'art de gérer la cité. On ne peut pas vouloir gérer la cité en travaillant à la déstructurer. C'est impossible. On ne peut pas vouloir obtenir des résultats en créant une situation d'instabilité. C'est impossible. Donc il faut qu'on se concentre sur l'essentiel et qu'on sache également raison garder, dépasser certaines colères, maîtriser ses pulsions. Si on n'arrive pas à résoudre cela, ce sera compliqué. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous disons au sein du renouveau que la première étape du renouveau, c'est sur nous-mêmes, c'est sur nos personnes, c'est sur nos mentalités. Puisqu'il y a un économiste que certainement vous connaissez, François Pérou, qui dit qui pense que le développement, avant d'être quoi que ce soit, c'est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population. Justement. Donc, il ne pense pas que le développement, c'est le volume financier d'une population. Puisque si vous mettez 1000 milliards dans une société qui est mal organisée, vous allez créer 1000 milliards de problèmes. Justement. Mais si vous mettez 1 milliard dans une société qui est très bien organisée, avec une mentalité solide, vous avez 1 milliard de solutions, ou parfois même 1000 milliards de solutions. Beaucoup pensent que peut-être que le pays a reculé et que économiquement également le pays est bloqué. Votre avis sur la question? Non, je pense que le Sénégal, malgré la situation internationale très compliquée, la Covid-19, le conflit russo-ukrainien, aujourd'hui on parle du conflit palestinien. Donc, malgré la situation internationale extrêmement compliquée, nous avons constaté que le Sénégal s'en est sorti. Grâce à une vision résiliente du gouvernement du président Macky Sall, grâce également à des politiques qui ont permis de soutenir les PME pour qu'elles puissent sortir de cette situation. Ailleurs, si vous constatez, il y a eu beaucoup de problèmes. Des émeutes ont été donc observées en Afrique ou ailleurs dans le monde. Mais heureusement, le président, dans sa politique sociale, a privilégié le soutien des PME, le soutien des familles à travers beaucoup d'initiatives. L'économie, nous sommes en train de connaître, disons, une dynamique vers une croissance à 2 chiffres. Cette croissance-là, elle est portée par les projets dans le cadre de l'exécution du plan Sénégal émergent, dans la restructuration de notre économie, puisqu'aujourd'hui on se concentre sur les secteurs beaucoup plus porteurs et qui sont pourvoyeurs d'emplois, par exemple l'agriculture, le secteur industriel qui est en train de connaître un essor. Et c'est extrêmement important aujourd'hui, quand on parle de l'agropole du Sud, qu'on pense qu'on aura d'ici quelques années des unités industrielles qui vont sortir de terre et qui vont participer à l'essor économique du Sénégal. Donc c'est autant d'efforts, autant de bonnes politiques qu'il faudra maintenant recadrer en fonction du contexte actuel, qu'il faudra davantage améliorer pour que cela puisse porter ses fruits et qu'on puisse atteindre l'émergence qui est attendue d'ici 2035. L'intelligence de la politique, c'est à chaque fois de penser à faire des évaluations, d'apporter les mesures correctives qu'il faut pour consolider donc le système de gouvernance, consolider le système économique afin qu'il puisse vraiment porter ses fruits d'ici l'horizon qui a été décliné. Oui, Pape, il y en a qui pensent que la situation au niveau du pays est tellement difficile, la flambée des prix, la flambée des produits pétroliers, tout cela font que les jeunes n'ont pas envie de rester ici. Et est-ce que vous pensez que tout ceci a un lien avec l'immigration clandestine, ou est-ce qu'il y a un lien entre immigration clandestine et emploi des jeunes? L'immigration clandestine, c'est un phénomène social, avant d'être économique. Peut-être même beaucoup plus économique, mais c'est un phénomène social. Parfois, les gens vous disent que ce n'est pas parce que je ne trouve pas d'emploi au Sénégal que j'ai décidé de partir. C'est peut-être parce que quelqu'un est parti et qu'il a réalisé que moi également, je songe à faire de la même chose. Donc c'est d'abord social, parce que j'étais chargé de projet dans un programme qui s'active
dans ce domaine-là. Donc, je comprends beaucoup de choses peut-être qui ne sont pas liées à la situation économique du pays. Mais il faut le rappeler également, la situation du pays ne favorise pas un certain espoir auprès de ces jeunes-là pour qu'ils restent chez eux. Mais je voudrais dire que, quelles que soient les situations, nous devons accepter de rester au Sénégal, de construire, de développer et d'utiliser les fruits de notre travail. Puisque là où nous allons, ce qu'il y a là-bas, ce sont des gens qui se sont sacrifiés pour transformer leur pays, en restant chez eux, en acceptant d'endurer, en acceptant de travailler et peut-être d'attendre les résultats positifs d'ici 5 à 10 ans. Je voudrais dire que si nous voulons développer ce pays, il faut qu'on se dise que ça nécessite un sacrifice, ça nécessite une résilience, ça nécessite une persévérance dans l'action. Que le jeune qui peut et qui est capable d'initier un projet chez lui, à Ziguinchor, qu'il se dise que c'est peut-être dans 5 ans ou 6 ans que je vais commencer à mieux vivre grâce à mon projet. Que les premières années seront compliquées. J'aurai peut-être des pertes, mais il faudra que je m'adapte à la situation. Rome ne s'est pas fait en un jour. Ziguinchor également ne se fera pas en un jour. Oui, Pape, il y a beaucoup de jeunes surtout, ils disent que bon, vous allez faire votre projet, mais malheureusement, c'est les jeunes sensibles au pouvoir qui sont financés. Non. Vous avez travaillé dans ces structures, est-ce que c'est le cas? Je peux vous assurer que personnellement, j'ai orienté des jeunes qui ne sont pas de la paix. Et si on avait peut-être ouvert, parce qu'ils sont en train de m'écouter, si peut-être on avait ouvert le téléphone, peut-être ils auraient peut-être appelé pour faire des témoignages. Mais je vous dis, ils me disent à chaque fois qu'ils aimeraient participer à nos activités politiques. Je leur ai dit que ce que nous avons fait, nous l'avons fait parce qu'ils sont des jeunes de Ziguinchor. Et pourtant, ce n'est pas des jeunes de la paix. J'en connais 3. L'un, il est de Abéné, il ne fait pas de la politique. C'est un étudiant qui est venu dans mon bureau qui m'a dit, oui, grand, donc ceci, cela, moi j'ai 2 hectares, mais je peine à avoir un financement, je fais ceci, je fais cela. Alors, je l'ai pris en entretien, on a échangé, et la première chose que j'ai vue, c'est sa volonté à réussir. Il a quitté Abéné pour venir à Dakar. Et je l'ai pris personnellement, je l'ai accompagné. Il a bénéficié d'un financement, plusieurs financements, puisque la mairie de Dakar l'avait accompagné, l'ANPEJ également l'avait accompagné, et je pense qu'il y a un autre programme, la DER, qui l'a accompagné. Et il est en train de gagner aujourd'hui beaucoup d'opportunités grâce à la formation, grâce à l'écoute, grâce peut-être au profil personnel qu'il s'est lui-même forgé, et qui a fait qu'aujourd'hui il est captivant, parce que les programmes également, quand ils financent des projets qui vont réussir. Il y a également un autre jeune de Ziguinchor qui a été financé dans l'agriculture et qui est en train de faire ses activités. Donc, nous ne travaillons pas sur la base de sensibilité politique. Beaucoup de nos amis sont de l'opposition. Beaucoup de nos amis sont de l'opposition et pourtant nous avons d'excellents rapports. Je vous dis, d'excellents rapports. Voilà. En dehors de cela, un jugement a été fait par le tribunal d'instance de Ziguinchor qui a demandé à ce que M. Ousmane Sonko soit remis au niveau des listes électorales, mais nous avons vu que son mandataire a été au niveau de la direction générale des élections. Malheureusement, jusqu'ici, en tout cas, l'État tarde à s'exécuter. Oui, moi je pense que je vais surprendre beaucoup de gens. Oui. Vous savez, nous sommes des républicains.
quand on a dit que M. Ousmane Sonko n'avait pas le droit d'insulter la magistrature, les forces de défense et de sécurité, les institutions de notre pays, c'est parce que nous croyons aux institutions de notre pays. Nous croyons à la justice de notre pays. Puisque nous pensons que la justice, ce n'est pas une décision, ce n'est pas une personne, mais c'est une corporation, c'est un système. Donc, partout où vous allez, vous rencontrerez des gens dans leur corporation qui ne font pas correctement leur travail. Mais pas pour autant vous allez considérer leur corporation comme étant une corporation corrompue. Ça, quand même. Ousmane Sonko a été inspecteur des impôts et domaines. Et pourtant, il y a des inspecteurs et domaines. Il y a des inspecteurs et domaines qui ne font pas correctement le travail. Mais Ousmane Sonko bénéficie aujourd'hui de la confiance des Sénégalais. Pourtant, si les Sénégalais avaient fait comme lui, il est en train de faire, il n'aurait pas bénéficié de la confiance des Sénégalais. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis que la décision qui a été prononcée par le juge Sabassi Faye du tribunal d'instance de Ziguinchor doit être appliquée. Puisque une décision de justice met fin à un conflit. Et c'est parce qu'on croit à nos institutions. Et c'est parce qu'on croit qu'une décision de justice est appelée à être appliquée. Quels que soient les avantages qu'elle crée pour les uns et les inconvénients qu'elle crée pour les autres. La justice est telle que si nous voulons que les gens continuent à avoir un crédit sur nos institutions, il faut que nous, qui sommes de la majorité, qui sommes dans le gouvernement, nous acceptons de nous faire violence pour aider les institutions à être davantage crédibles. Et c'est par ces décisions-là que nous pouvons le faire. Donc pour moi, la DGE n'avait qu'à respecter la décision de justice qui a été prononcée. Jusqu'à ce que maintenant une autre décision intervienne. Voilà. Moi, je ne crois pas que parce que oui, peut-être on est susceptible de voir une autre décision au niveau de la Cour de cassation, c'est pourquoi il faut attendre. Non, ce n'est pas ça la justice. La question du parrainage, beaucoup de Sénégalais veulent être président. Oui, c'est pourquoi nous avons toujours défendu le parrainage. Parce que la fonction de président, c'est une fonction extrêmement importante, sacrée, en tout cas pour nous. Le président de la République, c'est l'homme à travers lequel, ou la femme peut-être, à travers, ou bien l'homme avec grand H, pour ne pas que les femmes me poursuivent, donc à travers lequel on va voir les Sénégalais. Donc, il ne peut pas être n'importe qui. Il ne peut pas être celui qui se lève comme ça sans avoir la confiance des gens qu'il connaissent. Il ne peut pas être celui dont on ne connaît pas le parcours, puisqu'il va nous représenter, dont on ne connaît pas la mentalité, puisqu'il va prendre il va signer des arrêts de mort. Voilà, des arrêts de mort ou quelque chose comme ça. Il va signer des accords internationaux qui vont nous engager. Donc, il faut mettre en place des entonnoirs, des filtres qui vont permettre peut-être de faire sortir les meilleurs profils. Puisque nous avons besoin des meilleurs profils de notre pays pour diriger notre État. Donc je pense qu'aujourd'hui, la pléthore de candidatures, vraiment, ce n'est même pas un argument pour dire que oui, c'est la démocratie. Puisque la démocratie, ce n'est pas de l'anarchie. La démocratie également, elle a des normes, elle est organisée, elle est contrôlée pour que les citoyens puissent exercer leurs droits, puissent jouir de leur liberté dans le respect également de la liberté et des droits des autres. Ceux qui ont assez d'élus, tout ça pouvait sa limiter à ces élus et permettre... Je reproche à ces opposants-là, c'est qu'ils aient la possibilité de dire, qu'ils auraient eu la possibilité de dire cela s'ils avaient participé au dialogue national qui a été convoqué. Parce que c'est à partir de là-bas que le parrainage a été revu, amélioré. S'ils avaient participé à ce parrainage, ils auraient peut-être proposé ça, dire aux gens qui ont suffisamment d'élus, de s'en tenir à ça et que ce soit une des composantes de la loi. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, vous, opposants, demander à Benno Bokk Yakaar, qui veut faire une démonstration de force sur le terrain,
lui demander de s'en tenir à ses élus pour le parrainage. Non, Benno Bokk Yakaar ne va pas vous écouter. Idem pour le Yewwi Askan Wi. Idem également pour Taxawu Ndakaaru ou pour le PDS. Parce que chacun pense que le parrainage est un baromètre. Oui, est un baromètre. Voilà, c'est exactement ça. Mais s'ils avaient peut-être participé au dialogue national, ces questions-là auraient peut-être été résolues là-bas. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait par pur, peut-être, orgueil politique ou je ne sais pas quoi. Je m'en excuse donc si c'est un terme un peu déplacé, mais c'est ça la réalité.